108 participants. La conférence, comme je vous le dis, va être en 3 modules. Aujourd'hui, je vous parle de l'animal. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de choses que vous devez connaître pour en tirer parti, pour en tirer avantage. Et il y a aussi des choses que vous devez connaître car ça peut nuire à votre chasse parce que c'est un animal vraiment, vraiment spécial. Demain, ça va être sur comment choisir un site pour faire un appât. Des petits trucs. Des petits trucs de pourvoyeur que j'ai développés au fil du temps parce que j'ai l'avantage d'être pourvoyeur. Donc, je suis pas meilleur que vous autres. C'est juste que je passe plus de temps en forêt que vous autres. Je guide entre 15 et 20 chasseurs par année. Donc, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Alors, ça nous donne une certaine expérience. Et dimanche, ma conférence va traiter sur comment, en tant qu'archer, on va s'installer. Et évidemment, c'est parce qu'il y a des chasseurs à carabine ou à l'arbalète. Si vous savez comment vous installer en tant qu'archer, bien évidemment, avec une carabine dans les mains, ça va être autrement plus efficace. Bon. Qui je suis? En fait, je suis pourvoyeur depuis 2008. J'ai chassé l'ours, j'ai 62 ans. J'ai chassé l'ours depuis l'âge de 20-25 ans. Mais depuis 2008, je le fais d'une façon, on va dire, professionnelle. Je suis un chasseur à l'arc traditionnel. Ça fait 40 ans que je chasse à l'arc. Je peux compter sur le bout de mes doigts le nombre de gibier que j'ai tué à carabine ou à poudre noire. Je chasse à 99% à l'arc. C'est juste un choix. C'est pas une question de... Je dénigre pas la chasse à la carabine ou à l'arbalète. Loin de là. C'est mon choix à moi. Il y a des gens qui me disent que je suis né 100 ans en retard. J'aurais dû naître 100 ans à une autre époque. Mais bon, c'est juste une question de choix. Puis c'est une arme que j'aime parce que ça me permet d'être à proximité du gibier et ça nous permet d'apprendre beaucoup. Quand vous chassez à carabine, généralement, vous allez tirer à, je sais pas, 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds, peu importe. Mais moi, à l'arc, et plus à l'arc traditionnel, on parle de 15-20 mètres. Alors, ce qui se passe entre 300 pieds et 20 mètres, ben c'est des choses qu'on apprend. C'est des réactions que le gibier a, c'est des façons de faire que le gibier a, encore beaucoup plus sur le gibier, et surtout sur nous-mêmes. Évidemment, ben, je guide aussi à la pêche chez nous à la pourvoirie. Mais je suis pas un pêcheur, je suis pas un Daniel Robitaille. Je suis un gars de bois plus qu'un gars qui aime se promener sur l'eau. Je suis aussi membre de l'équipe. En fait, je suis le propriétaire de Chasse-Pêche 2.0 maintenant. Je suis seul à diriger la barque. Chasse-Pêche 2.0 est sur Facebook et on fait une émission toutes les semaines en direct sur Facebook. On reçoit plein d'invités, on parle de différents sujets. Il y a plein de gens qui viennent partager leur passion avec vous, vous donner des trucs, tout ça. Et c'est pas des gens qui vont se péter les bretelles ou quoi que ce soit. C'est des gens comme vous et moi qui aiment partager leur passion. Et c'est ça qui fait que c'est une émission qui est assez intéressante à écouter. C'est le jeudi, 9h30 en direct sur la page de Facebook de Chasse-Pêche 2.0. Alors, ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à nous suivre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, mais maintenant, pourquoi j'aime l'arc traditionnel? Plus qu'une arc à poulie, plus qu'une arbalète ou une carabine. C'est que c'est vraiment un retour aux sources. C'est une arme qui est très simple. Une corde, un appui-flèche. Il n'y a même pas d'appui-flèche, c'est directement sur la fenêtre de l'arc. C'est une arme avec laquelle on a du plaisir à tirer, qu'on peut tirer 365 jours par année.
C'est très efficace. J'ai tiré plusieurs gibiers avec ça, plus qu'un. Et évidemment, la chasse à l'arc nous permet d'avoir une proximité avec le gibier, ce qui fait qu'on apprend beaucoup sur le gibier et aussi sur nous-mêmes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, plus qu'un autre gibier. Premièrement, c'est un animal qui est super fascinant. Écoutez, c'est un fantôme. C'est un chasseur. Donc, vous ne chassez pas un animal qui subit la prédation, vous chassez un animal qui, de par son intelligence, va faire de la prédation. Alors, ça devient un petit peu comme un challenge. C'est un animal qui a une intelligence. Il analyse beaucoup. C'est aussi une belle chasse d'initiation. Pour les gens qui veulent commencer à chasser, ben c'est plaisant parce qu'on met un appât, on sait qu'ils sont là, ils viennent régulièrement, on est capable de les patterner avec des caméras. Donc, pour initier sa femme ou son jeune, ben c'est le fun parce qu'ils vont avoir, à partir du moment où il y a des ours qui rentrent dans vos appâts, c'est sûr que vous allez en avoir, donc ça devient plaisant. Évidemment aussi, le fait de chasser l'ours permet je veux dire, gérer la prédation des orignaux sur votre territoire. Mais c'est pas une affaire à partir en fou, là. Ceux qui disent qu'il faut éliminer les ours, là, totalement, là, pour chasser l'orignal, c'est faux. Dans un troupeau d'orignal, là, il y a 40% des ours matures qui vont effectuer de la prédation sur les jeunes orignaux. Et quand je vous parle des ours matures, ben, les femelles ont des petits, les femelles n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Il faut qu'ils éduquent leur de 4 ans et moins, 5 ans et moins. Ils sont pas assez forts, ils sont pas assez vite pour effectuer une prédation. Donc, on tombe dans vraiment les ours qui sont matures. C'est sûr que si vous prélevez un pourcentage d'ours matures sur votre territoire, ben, vous allez voir votre cheptel d'orignal augmenter. Mais il ne faut pas partir en fou et dire on élimine, puis on se met à chasser, puis on vit d'un territoire. Non. L'ours fait partie de l'équation et il fera toujours partie de l'équation. Et évidemment, ben, de plus en plus, c'est une viande qui est connue. C'est une très bonne viande. Et les gens apprennent à la découvrir. Et tout à l'heure, on a eu une question à ce sujet-là. Ça devient de plus en plus populaire la chasse à l'ours. Donc, faut faire attention à la pression qu'on va faire, car c'est pas un animal qui pousse comme des champignons. Bon, ce que vous devez savoir sur l'ours. Premièrement, l'ours est omnivore, mais sa diète est à 75% fait de végétaux. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. Et je ne veux pas vous donner un cours de biologie sur l'ours. Je veux juste vous donner quelques notions qui vont vous permettre, après ça, vous allez voir dans les autres modules, que ce que vous allez connaître aujourd'hui, c'est ce qui va vous aider à choisir vos spots de chasse et après ça, à vous installer convenablement. Tout ça est relié ensemble. Évidemment, ce qu'il va rechercher comme nourriture, c'est des bourgeons, des fruits, des insectes. Et il va vivre dans des forêts qui sont denses en feuillus. OK? Pour deux raisons. Premièrement, question de nourriture. Le printemps, il va manger des bourgeons. Il va avoir besoin de ça. Et aussi, la forêt dense va lui apporter la fraîcheur dont il a besoin. Et ça aussi, quand on parle de forêt dense, quand on va s'installer, on va en tenir compte. Mais je ne veux pas trop vous en dire, je vais garder ça pour les autres modules. Jusqu'à quel âge vit un ours? Généralement, c'est 30 ans. Mais du fait qu'il passe une partie de sa vie dans l'homme, généralement 10 ans. Ça fait une grosse... pourquoi on parle de 10 ans? Mais premièrement, il y a des trappeurs, il y a des chasseurs, il y a des changements dans l'environnement qui affectent ça. Alors, c'est pour ça que il faut vraiment faire attention quand on va faire des spots de chasse, puis il ne faut pas y aller en fou. L'ours est un animal solitaire, généralement. Le seul moment
où il va partager avec d'autres individus, c'est durant le temps de l'accouplement et dans des endroits où il y a abondance de nourriture. Alors, c'est pour ça que souvent, vous allez voir sur vos sites de chasse, vous allez voir plusieurs ours qui vont venir, mais ça va chicaner entre eux autres, ça va se parler, ça va grogner, ça va faire tout et terre. Ben, c'est parce que normalement, ils sont solitaires. Donc, ça se peut aussi que va faire le clean-up dans vos appâts, va tasser les moins dominants. C'est à cause de tout ça. Évidemment, l'ours n'a pas de prédateur autre que l'homme. À l'occasion, les loups, les coyotes vont s'attaquer à lui, mais c'est très rare parce que, évidemment, il est fait pour se défendre. Hein. Ceux qui ont déjà chassé l'ours et qui ont vu les griffes et ils ont vu la musculature de l'ours, ben c'est facile à comprendre que c'est un animal que tu veux pas affronter en forêt. Bon, tout à l'heure, on a parlé de son alimentation, de forêt feuillue. Ben, on en a la raison, on en a une réponse ici, là. C'est que premièrement, l'ours va hiverner à l'automne. Okay? Il y a une différence entre je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Et son tube digestif est vide quand il rentre en hivernation. Et il est colmaté par un bouchon qui est fait de ses cellules épithéliales, ainsi que du poil. Et quand il sort le printemps, il ne peut pas manger. Donc, il a besoin de se purger. Donc, il va manger des feuilles, des bourgeons, un petit peu comme nous autres, on va manger de la salade. Hein? C'est exactement la même chose. Et il a besoin de ça pour se débarrasser de son bouchon. Différence entre hivernation et hibernation, c'est que l'hivernation, c'est un état de l'état. Et seules certaines zones du cerveau vont garder les commandes pour les parties vitales de l'ours. Contrairement à l'hivernation, où l'ours est dans un état de somnolence et son cerveau reste très réactif et il peut se réveiller. Et des fois, on va voir qu'au mois de février, au mois de mars, les autres vont sortir de la tanière, mais ils vont retourner parce qu'ils ont juste comme. Ils ont fait comme tomber sur le lit pour aller pisser. Ben, c'est la même chose pour eux autres. Des questions, en passant, je vais vous donner la conférence et après ça, je répondrai aux questions. Bon. L'ours, qu'est-ce qu'il doit faire pour se débarrasser de son bouchon? Ben, je l'ai dit tantôt. Il faut qu'il mange des feuillus, il faut qu'il mange des bouchons, des choses comme ça. Et c'est ça qui va faire que ça va agir comme laxatif et qui va se débouchonner. Vous allez voir que des fois, en début de saison de bonheur, je parle avant la fin mai, vous allez faire des appâts, mais vous allez voir sur vos caméras des ours, mais ils touchent pas aux appâts. C'est pas parce que vos appâts sont mal faits, c'est pas parce que ce que vous avez mis dedans est pas bon, c'est simplement parce qu'il s'est pas débarrassé de son bouchon. Et tant et aussi longtemps qu'il va avoir ce bouchon-là, il ne mangera pas. C'est comme ça. Alors, tout dépendant des secteurs que vous allez chasser, si vous êtes plus au sud ou plus au nord, généralement, le débouchonnage se produit aux alentours de fin mai. Ça peut aller un petit peu plus tard dans des régions comme la mienne, en Abitibi. Mais si vous chassez au sud, ça risque d'être plus de bonheur. Fait que, pas de stress. Si les appâts n'ont pas été touchés, prenez pas panique. C'est juste parce qu'il n'est pas prêt à manger. Et tant et si longtemps qu'il ne sera pas prêt, il ne mangera pas. Bon, on a parlé tout à l'heure j'ai eu des questions là, sur la pression de chasse et tout ça. Ben, je vais vous parler de reproduction. Une femelle, sa maturité sexuelle va arriver entre l'âge de 3 et 4 ans et celle du mâle, c'est 4 ou 5 ans. Et généralement, ils vont se reproduire à tous les 2 ans. Ils vont avoir 3 à 4 petits. Il y en a 2 à 3 qui vont survivre. OK? Et c'est possible aussi, puis ça, j'ai eu une discussion avec Stéphane Monette, on n'était pas trop sûr, fait que j'ai été faire des recherches. Et c'est possible aussi qu'entre deux portées,
certaines femelles vont attendre 3-4 ans pour avoir d'autres portées. Donc, vous allez voir sur vos appâts des femelles avec des petits qui sont des petits de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans et demi. Donc, c'est normal. C'est des femelles qui ne veulent pas avoir ou qui ne peuvent pas avoir des portées à répétition simplement. Bon, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que les ours ont un certain langage entre eux autres. Ils ont une façon de communiquer. Ils vont laisser des signes sur les arbres. Ils vont laisser des odeurs. Souvent, vous allez voir, c'est des caméras de surveillance, des ours comme ça qui vont se frotter après les arbres. Vous allez voir des traces de griffes après les arbres. Certains biologistes croient que le marquage des dents et des griffes, c'est une forme de communication. Puis c'est une forme de communication qui va se faire surtout durant le temps du rut. Parce que les mâles vont vouloir dire aux autres mâles, écoute, je suis là, ça c'est ma femelle, débarrasse, c'est mon terrain de jeu à moi. Et ça, c'est des signes qu'il va falloir que vous appreniez à lire et à voir, parce que c'est des signes qui vont vous démontrer qu'il y a de l'activité d'ours dans le secteur. Bon, une autre chose qui vous allez devoir exploiter, évidemment, c'est son odorat. Mais son odorat, en fait, c'est l'animal qui a le meilleur odorat sur Terre. Des ours polaires peuvent sentir un phoque en dessous d'1 mètre de glace. C'est un animal qui a un odorat meilleur que des chiens, meilleur que des chiens pisteurs. OK? La raison, c'est simple, c'est que sa partie du cerveau qui gère l'odorat est 5 fois plus grande que celle de l'homme. Il est capable de reconnaître des odeurs à 1 kilomètre de distance. C'est ça qui compense qu'il n'y a pas une très, très bonne vue. Donc là, vous venez de voir que c'est une qualité que l'ours a, qu'il faut exploiter dans un sens, mais c'est une qualité aussi qui peut devenir très, très problématique pour nous autres. Parce que c'est sûr qui nous sent, c'est sûr qui nous connaît, c'est sûr qui sait que vous êtes là. Il faut que vous appreniez à faire partie de sa bulle, qui vous tolère dans sa bulle. L'autre chose l'autre qualité qu'il a, qu'il faut exploiter et qu'il faut faire attention aussi, c'est que l'ours a une excellente mémoire à long terme. Il se rappelle de tout. Il va se rappeler qu'il y a des appâts. Il va se rappeler qu'il y a de la nourriture. OK? Mais il va se rappeler aussi les mauvais coups que vous allez faire, les erreurs que vous allez faire. Et il n'oubliera pas. Et plus il va vieillir, et plus il va être aux aguets, puis c'est à cause de sa mémoire, toutes ces choses-là. Il emmagasine tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est un animal qui est intelligent. C'est qu'il faut faire vraiment attention. Il n'y a pas une mémoire à court terme qu'il se retourne de bord puis c'est effacé puis il ne sait pas. Non, loin de là, il apprend. Et il apprend à sa progéniture aussi à faire attention. Évidemment, c'est sûr qu'il va se souvenir à long terme là, des endroits où il y a de la nourriture, là, puis des endroits qui ça n'a pas bien été pour lui, ben il va s'en souvenir. Puis c'est ça qui va faire que des fois, il va tourner de nuit. Donc, il faut faire attention à ces deux qualités-là, là, en fait, qui peuvent devenir très, très problématiques pour vous. Son odorat, sa mémoire à long terme, c'est ce que vous devez exploiter. C'est votre seule chance de succès. Donc, on retient ça. Mémoire à long terme, son odorat. N'oubliez pas non plus que c'est un animal qui agit pas par instinct, c'est un animal qui analyse beaucoup, c'est un chasseur. Et donc, c'est là que le challenge devient intéressant. C'est que vous vous confrontez à un chasseur comme vous. Donc, en conclusion, faut bien connaître l'habitat de l'ours. Faut tirer avantage de son odorat, de sa mémoire à court terme.
Et il faut surtout faire attention que ces deux qualités-là ne deviennent pas problématiques. Alors écoutez, c'est tout pour ce matin, 20 minutes. J'attends vos questions, je suis prêt à répondre. S'il y en a qui veulent embarquer avec moi en vidéo, ça va me faire super plaisir. Vous allez voir demain, dans le deuxième module, que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qui va nous servir à trouver nos spots de chasse, là, puis faire avoir le meilleur site possible pour installer nos appâts. Bon, le rut, la période du rut, Paul, généralement, c'est vers mi-juin. J'en ai sur des caméras de surveillance aussi fin juin, début août, que je vois des mâles qui accouvent des femelles directement devant ma caméra. Non. Frédéric, on dit que s'il y a une bonne mémoire, il faut changer de spot de chasse. Non. Puis je vais juste en parler là, mais j'en parle dans mon autre conférence. C'est que plus un appât est vieille, meilleur elle est. Les mâles là, c'est des femelles et des petits qui vont beaucoup s'accaparer des spots de chasse, c'est-à-dire des appâts. Mais les mâles vont venir. Des femelles, ils vont venir, ils vont repartir, ils vont revenir. Fait que ça fait des trails en forêt, ça fait de l'odeur qui est en forêt, c'est ça qui va drainer d'autres gibiers. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est qu'il faut que tu penses à des plans A, des plans B. C'est-à-dire que si tu t'es fait spotter dans un arbre, mettons à gauche, ben peut-être faudrait que tu ailles d'autres arbres autour de toi pour mettre ton stand pour changer sa place. Puis écoute, j'ai déjà mis 2 puis à 3 stands différents. Je m'étais fait spotter 1 fois, 2 fois. Je suis resté sur le même appât, j'ai juste changé ma stratégie. Stéphane, tu dis, est-ce que la trichine... Est-ce que ça nous inquiète? Non. Oui, tu peux la faire tester, là, mais généralement, ce que le ministère dit, c'est que si tu ne peux pas manger de la viande d'ours crue, tu peux la faire fumer et il faut bien la faire cuire. Mais c'est pas un problème. Combien de temps est située ma pourvoirie? Je suis situé à peu près à 6 heures de Québec. Le PowerPoint, oui, le PowerPoint qui va être disponible, c'est la conférence complète qui est enregistrée, qui va rester enregistrée sur le site durant 1 an de temps. OK. Jonathan, tu dis que c'est la chasse chez vous, c'est du 15 mai au 30 juin. La meilleure période, écoute, moi, je te dirais à partir du 15 mai, ça peut être très, très bon. Premièrement, parce que tu vas exploiter une autre période, si tu veux, de la vie d'ours. Et quand tu vas être débouchonné, il va avoir faim. Donc, il va rentrer dans les appâts. Plus tu t'avances vers le mois de juin, ben, plus tu as de chances d'avoir des ours matures parce qu'ils vont coller les appâts où il y a des femelles et tout ça. Alors là, c'est toi qui vas, avec l'aide d'une caméra, c'est toi qui vas juger, si tu veux, c'est quand le meilleur temps, mais il n'y a pas de bon temps et de mauvais temps. Il y a des temps peut-être un petit peu plus de pic. C'est sûr que moi, en Abitibi, je te dirais, le 15 de mai, on oublie ça. Moi, je commence pas à chasser l'ours avant la première semaine de juin, parce que le printemps chez nous est beaucoup plus tard que dans le sud de la province. Bon, Lisa nous dit pourquoi j'ai une présence. Pourquoi j'ai une présence d'ours, une maman et son ourson seulement en temps de chasse au chevreuil. Ça fait 5 ans que j'ai des ours au printemps et aucune visite. Bon, Lisa, tu demeures dans quel secteur? Est-ce que tu veux monter en vidéo avec moi pour me poser la question? Réponds-moi dans la. Lisa, est-ce que tu es là? Zone 6 Sud. 6 Sud, là, c'est l'Estrie, ça, je pense, hein? C'est ça. Ben écoute, c'est possible que dans ton secteur à toi, c'est un secteur qui est agricole. Il y a peut-être des champs de blé d'Inde, il y a peut-être des choses qui font
Il y a la densité d'ours aussi qui est beaucoup plus faible qu'en Abitibi, ça c'est clair. Et tu es seulement dans un secteur où l'ours est peut-être pas à l'aise. Je sais pas si tu chasses si tu as des grands bois, tout ça. Mais c'est juste une question, on va le voir dans le deuxième module, là, c'est juste une question d'habitat où l'ours est plus ou moins à l'aise. Écoute, j'ai déjà fait moi des appâts à 500, même pas 500 mètres, 600 pieds de distance, puis j'ai un appât qui ne marchait pas, puis l'autre, écoute, ça marchait à côté. Fait que c'est difficile à dire, mais je te dirais que c'est une question d'habitat. Ben effectivement, Sartre-Nord, écoute, toi aussi, Michel, tu es dans un secteur agricole, là. T'es pas comme moi en Abitibi, là. Évidemment, la densité de l'ours est beaucoup plus faible. Il y a une grosse pression de chasse. Il y a de la chasse qui se fait l'automne, puis ça dépend des trappeurs. Deux le printemps, puis deux l'automne. À un moment donné, si tu en sors 4 par année pendant 5 ans, mais c'est sûr que dans ton secteur, l'ours, il a mangé une volée, comme on dit, là. Oui, Lisa, faut garder espoir, effectivement. Mais c'est une question d'habitat. Écoute, des fois, là, tu pourrais juste changer de 500 pieds, 600 pieds, là, puis ça ferait toute la différence. Merci, Jacques, de me trouver intéressant. Bon, Normand, l'automne, est-ce qu'on peut chasser l'ours au même endroit que le chevreuil? Ben oui, c'est sûr. Écoute, moi, je chasse l'ours directement sur la Pauvoirie où je fais de la chasse à l'orignal l'automne des clients. Ça nuit pas, ils vivent ensemble. C'est sûr que sur un appât l'automne, où tu as un ours qui va rentrer, il y a peut-être moins de chances que tes chevreuils aillent là. Mais si tu mets des carottes, des pommes, puis tu as de l'ours dans le coin, ben s'il tombe dessus, c'est sûr qu'il va s'en sauver puis il va se rouler dedans, là. Fait que oui, tu peux le chasser, mais c'est pas idéal. Je te dirais, je chasserais pas directement sur tes appâts, mais je chasserais sur tes appâts à chevreuil, mais je chasserais peut-être 400-500 pieds un appât de l'autre, là, juste pour les amener ailleurs, puis faire une chasse sans déranger ma chasse au chevreuil. Bon, Thierry, tu me demandes, tu me parles du castor. Je veux juste en glisser un mot un petit peu, mais j'en parle dans mes deux autres conférences. Effectivement, le castor, c'est le top of the line. Aucun problème. Comment l'installer? Ben écoute, je te répondrai pas là. Je vais te dire d'assister à ma dernière conférence. C'est elle que je parle, que je vais parler des appâts comme tels. La problématique avec parce que les trappeurs vendent la viande de castor aux Indiens. Ils font plus d'argent à vendre la viande qu'ils en font à vendre les peaux, bizarrement parlant. Mais il y a des produits sur le marché qui remplacent ça. L'autre facteur, c'est transporter du castor, je vais te dire, dans un baril. Puis si le baril, il y a une petite fuite, puis tu as ça dans ton truck, ton véhicule ou ton VUS, là, tu ne trouveras pas drôle. Fait qu'il y a des produits alternatifs qui sont tout autant efficaces, mais oui, le castor, c'est top of the line, ça c'est sûr. Les odeurs aussi, je vais en parler dans ma dernière conférence. Il y a plein de produits que vous pouvez utiliser. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas de méchants produits. Les odeurs sont là. Je vais juste vous donner quoi faire avec les odeurs, comment le faire pour ne pas nuire si vous avez des ours matures pour pas que ça vous nuise. Oui, effectivement, Michel, j'en doute pas qu'il devait se rouler dans les pommes. Effectivement. Michel est en train de m'écrire. Bon, Frédéric me demande, as-tu une idée de la densité de la population de l'ours noir sur la Côte-Nord? Il n'y a aucune donnée au ministère sur la population d'ours. Je vais vous raconter un petit peu, moi, la Pauvoirie. Là, moi, je suis situé en Abitibi. Et j'ai un territoire de 200 km² exclusif. Et je peux opérer à l'extérieur de la Pauvoirie aussi. C'est ça, je peux chasser à l'extérieur de la Pauvoirie aussi.
Et j'opère sur à peu près 6 à 800 km carrés total. Le ministère nous donne, en tant que pourvoyeur d'eau exclusive, nous donne des quotas, des suggestions de quotas sur notre pourvoyeur, sur notre territoire. Et moi, dans mon cas, il m'a donné un prélèvement de 5 ours. Écoute, j'avais ça par rapport. Le biologiste du ministère me disait, ben écoute, c'est les mêmes ours. Ben là, j'ai dit, écoute, il y a un problème, là, ils sont clonés, là, parce que moi, j'ai 12 caméras, là, puis ils sont tous là en même temps, à la même heure. Là, fait que, il y a un problème. Là. C'est très difficile, ils n'ont aucune donnée. La raison est simple, c'est que premièrement, l'ours, il rentre en hivernation l'automne. Donc, ils sont pas capables, ça ravage pas, ils sont pas capables d'avoir un décompte. Ils vont faire des tests d'ADN avec les poils. Ils vont mettre des clôtures qui vont capter des poils. Ils vont faire des tests d'ADN. Écoute, ils vont mettre juste dans la région de l'Abitibi, je pense qu'ils ont deux places qui font ça. Pour tout le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est impossible. Mais moi, je pense que ça Côte-Nord, comme tu dis, je ne serais pas inquiète de chasser l'ours-là. Je pense que la densité est très, très bonne. Danny Langlois me demande c'est-tu mieux de chasser dans un mirador ou dans une tente au sol? Ça peut faire. Oui, ça peut faire. Très, très bien. Écoute, moi, je chasse même directement au sol, sans tente, avec l'épinette autour de moi. Ce qui est très important l'ours est très sensible au mouvement aussi. Hein? Le bruit, moins de petits bruits, le mouvement. Fait que je vais en parler dans ma dernière conférence, exactement comment s'installer. Quoi faire, quoi pas faire, parce que quand tu es à terre, tu es vraiment, puis surtout si tu chasses à l'arc, tu es dans la bulle de l'ours, là, je vais te dire, chaque petite chose est importante. Puis un ours, vous n'entendez pas ça venir, c'est comme un fantôme. Tu te lèves la tête, puis il est là, puis tu sais pas de qui devient, peu importe s'il pèse 200 livres, 300 livres, 400 livres, il apparaît. Fait qu'il est peut-être là de surveiller, il attend juste que tu fasses un move. Lui, il est patient, il a juste ça à faire. Tu n'oubliez pas, là, je vous l'ai dit, c'est un chasseur. Donc, lui, il pense comme un chasseur. Fait que lui, il veut vous faire bouger avant que lui de bouger. Bon, Jean-René, écoute, ta question, moi, dans mon cas à moi, c'est plus, pas avant l'ouverture, mais avant que je monte que je reçoive des clients. J'apporte 2 semaines. Je commence à apporter 2 semaines avant que mes clients arrivent, parce que 2 semaines avant la saison, je ne suis même pas de monter en pourvoirie. Moi, je suis pas de monter avant le 19 de mai, là, chez nous, en Abitibi. Mais plus ton appât va être vieille, c'est-à-dire que moi, j'ai des appâts que ça fait 14 ans là, que je chasse, là. La minute que je me présente, là, 2 jours après, là, c'est parti déjà. Parce qu'ils savent, pas oublier, ils ont une mémoire, puis la mémoire en ment pas, ils savent où est-ce qu'il y a la nourriture. Ils ont le GPS dans le cerveau, ils ont mis un point, comment ça s'appelle ça? C'est un point GPS là, qui sait où ce que c'est, puis il attend juste qu'on se pointe là pour commencer à manger. Oui, Michel, effectivement, c'est vraiment un fantôme. Écoute, moi, c'est arrivé plusieurs fois, j'avais un caméraman avec moi. Oui, pointe, merci Frédéric. Le mot m'échappait. C'est arrivé souvent que en dessous de mon arbre, moi, j'ai pas vu l'ours. Mon caméraman le voyait, il m'a tapé sur l'épaule. Le temps que je regarde, depuis là, on l'a jamais vu, on sait même pas sur quel bord qui est parti. On n'a aucune idée. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important quand vous allez vous installer. Il faut que vous soyez vraiment méticuleux et faire attention à plein de petits détails. C'est ça qui va faire la différence entre une chasse réussie et une chasse qui ne sera pas réussie, là, dans le fond. Oui, Michel Loiseau, si j'ai des produits spécifiques, c'est-à-dire oui puis non. Je vais te dire que j'utilise toujours les mêmes produits. Les miens ne sont pas meilleurs que les autres. Mais je vais t'expliquer dans le dernier module, je l'explique, je ne veux pas trop en dire. Là. Mais écoute, pour cacher les odeurs, là, en fait, tu ne pourras jamais cacher ton odeur. Donc, t'es mieux de sentir ce que tu vas mettre comme odeur sur tes appâts pour que ton odeur disparaisse qu'elle fasse partie, si tu veux, des meubles. C'est le seul truc que je peux te dire pour tout de suite. Évidemment, on s'entend bien, Michel, que tu n'utiliseras pas l'odeur de castor, hein? T'as mettre toi, ça c'est clair.
mais tu peux mettre des très bonnes odeurs. Puis j'en ai une, justement, que j'utilise avec un GPS. Pas un GPS, avec un thermacell. C'est ça ici, c'est la compagnie Tractic qui fait ça. Vous mettez ça, écoute, ça sent bon. Là, je mangerais le thermacell, moi, tellement que ça sent bon. Fait que, mais je parle justement des produits. Michel Boy, vanille, très très bon. Vanille, anis. J'ai utilisé dans le passé avec la compagnie, comment ça s'appelle? Meunerie Souci. Ils ont fait de l'odeur à base de ça sentait les ribs là, sur le barbecue. Là. Écoute, c'était très très bon. Compagnie la ferme Monette fait odeur de chocolat. Très bon. Caramel, très bon. Écoute, c'est juste que je vais vous dire pourquoi j'en prends une, puis je les prends pas toutes. Mais je veux pas dévoiler mon punch. Bon. Éric Barrette, as-tu déjà appâté avant l'hiver pour attirer les gros? Non. Écoute, moi, malheureusement, en Abitibi, je suis trop loin là, pour monter, si tu veux, tard l'automne pour aller mettre des barils, mais il y en a qui font ça. Effectivement, il y en a qui font ça, puis oui, ça fonctionne. Bon, Alain dit, l'été dernier, j'ai pogné mon plus gros ours à en Abitibi de 150 livres. Je tiens à dire à tous les chasseurs, n'hésitez pas à faire appel à un chien de sang au lieu de penser on l'a retrouvé en 45 minutes. Oui, effectivement, l'ours, c'est un animal qui est très, très dur à pister parce qu'il laisse pas de piste. Hein, c'est un plantigrade. Donc, il n'y a pas de sabot. Très difficile. Par contre, je vous dirais que généralement, un ours blessé va rester dans ses trails et il va vous amener dans des endroits que vous allez découvrir. Mais effectivement, l'aide d'un chien de sang est très importante. Si vous n'êtes pas sûr de votre shot, là, vous êtes mieux d'appeler un chien de sang que de partir en arrière de ça, puis de le pousser, puis de jamais le retrouver. Là. Michel, oui, il me reste quelques places disponibles pour cette année. Là. Juste à communiquer avec moi. Mais tout à l'heure, écoutez, dans 5-10 minutes, je vais retourner dans mon kiosque là, d'appauvrir. Vous pouvez venir là, continuer à me jouer. Super plaisir. Là. Martine, comment on fait pour déterminer la grosseur de l'ours? Ça, c'est une autre bonne question. J'en parle dans ma dernière conférence. Mais en gros, je te dirais, l'ours est l'animal le plus difficile à juger. Il n'y a pas de cornes, il n'y a pas de panache. Ils ont l'air, ils se ressemblent tous. Puis écoute, moi, je suis habitué de chasser l'ours, puis je me suis fait pogner à quelques occasions que je pensais que c'était un bel ours, puis je suis arrivé là, et j'ai quasiment dit que c'était pas mon ours, là, tu sais, là, tu vois le genre, là. Mais la seule vraie façon, il y a deux, trois façons. Si vous utilisez des barils qui sont debout, ben, vous allez voir l'auteur. Donc, vous pouvez vous mettre une jauge. Quand vous avez un ours qui mesure à peu près 1 mètre ça commence à être un bel ours. Après ça, vous avez la distance entre les oreilles et la hauteur des oreilles. C'est ce qui va vous permettre de juger. Plus la distance entre les oreilles est large, plus les oreilles sont petites, plus c'est un ours qui est gros. Et surtout quand vous voyez le V dans le front, là, ça commence à être un monsieur. Bon, Jacques nous envoie une photo. Je vais regarder ça pour le fun. Ouais. Effectivement, hein, quand vous avez des salines, ils viennent se frotter dessus, ils viennent délimiter leur territoire. Ça, entre autres, je peux vous dire par expérience, faire des salines pour l'Orignal ou celle de Virginie, faites ce qu'on appelle des micro-salines, qui sont pas une saline aux 5 km, là, mais 3-4 salines là, concentrées dans un rayon de 1000 pieds. Ça va permettre, parce que quand vous faites des salines pour les cervidés, n'oubliez pas que vous faites des appâts pour les prédateurs en même temps. C'est possible que les loups s'y collent, que les ours s'y collent. Donc, donnez des options à vos cervidés pour pas qu'ils se fassent pogner. T'as texté mon gars. Ah, t'as parlé avec Francis, Louis. Aucun problème de l'arbalète. Écoute, chez nous, à la pourvoirie,
Moi, j'étais un petit peu spécialisé en chasse à l'arc, là, comme vous pouvez le voir, là, comme tu peux le voir. Là. Et toutes mes setups sont faits en gros pour des archers, donc l'arbalète, c'est pas un problème. Combien qui pèse tout cela? Et c'est dur à dire, ça dépend de ta minute. Là. Je vais retourner voir la photo. Écoute, c'est dur à dire, Jacques. Je te dirais, je le mettrais 200, 225 peut-être, là. Et on le voit pas très bien. Tu sais, je vois pas sa longueur totale, je vois pas vraiment sa tête. Mais ça peut être un ours de 200 livres facile, là. Ah ouais, je suis craqué. OK, 240 livres sur ça? Oui, Richard, tu peux revoir la conférence. Ça va être enregistré. Va être enregistré, puis elle va être sur le site toute l'année au complet. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux, soit via la page Facebook de Chasse-Pêche 2.0 ou même la page de la pourvoirie, là, tu peux communiquer avec moi. Félicitations, Nicolas. Ton premier ours l'an passé, c'est tout un thrill, hein? Oui, mettons. As-tu tué ça à l'arc, à l'arbalète? Carabine? Au couteau? Carabine. Good. Good. Bon, mais écoutez, merci d'avoir été présent en grand nombre. Je suis super content. J'espère que je ne vous ai pas donné un cours de biologie sur l'ours. Je vous ai juste donné quelques informations sur ses qualités qu'il faut exploiter et celles qu'il faut faire attention, qui sont à peu près les mêmes. Là, dans le prochain module, on va voir comment trouver un bon site pour que les ours soient en confiance. Et je vais vous dire ça sans prétention. Je veux juste partager avec vous l'expérience que j'ai en tant que pourvoyeur, parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs. Tantôt, la seule différence entre vous et moi, c'est que je passe 6 mois par année en forêt. Ça me permet de partager, ma passion, puis deux, les erreurs que je fais aussi, pour vous éviter à vous d'en faire. Demain, ma conférence, attends une petite minute. Je vais aller te dire ça tout de suite. Demain. Voyons ce que je suis. Bon, moi, c'est à 16h, à 4h de l'après-midi, demain. Je vais l'écrire demain à 16h. Alors, merci tout le monde. Moi, je m'en vais dans mon kiosque pour voir du lac Suzy. Puis, venez me jaser, on va faire super plaisir. Fait que, bonjour tout le monde, merci.